À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Ils sont de jeunes Béninois très dévoués pour la cause de l'environnement, investis pour sa préservation, du moins pour ce qui peut encore l'être. Ils ont récemment lancé à travers mouvements et associations, Pression écologique, Global Action et les Tresseurs de Code, une pétition, la pétition pour une éducation à l'environnement et au développement durable de l'enseignement primaire au Bénin. Des ministres du cadre de vie et de l'éducation, ils espèrent une oreille attentive. Mais quelles sont les motivations profondes d'une telle démarche? Quelle chance de la voir prospérer. Libre Opinion, le numéro du jour, mesdames, messieurs, voudrait donner la parole à l'une des têtes de pont de l'initiative qui fait déjà son bonhomme de chemin. Et ce sera autour du thème éducation à l'environnement dans le système scolaire béninois. Quelle urgence! Qui mieux que les initiateurs donc, du projet pour nous édifier déjà en notre compagnie, Anas Seko. Planificateur d'événements écologiques, il est le président du mouvement Pression écologique, parlant bien entendu au nom de deux autres associations. Anas Seko, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors une pétition, ça court les réseaux sociaux depuis peu, ce n'est pas courant, la jeunesse de plus en plus engagée dans la politique. Vous avez décidé de faire autrement l'environnement. Et une pétition pour que, au bas âge, déjà en plus, se l'approprier. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Déjà, vous savez, l'une des solutions, et pratiquement tous les activistes écologiques le savent, l'une des solutions pour l'atteinte des objectifs du développement durable, pour la préservation de l'environnement, est l'éducation à la base des enfants. Nous devons façonner les enfants pour qu'ils puissent être demain des citoyens responsables de l'environnement, des citoyens responsables de la nature. Vous savez, il est plus facile de modeler un enfant, il est plus facile de façonner un enfant dès le bas âge. Mais quand il grandit et qu'il n'a pas reçu une certaine culture écologique, quand il a 18 ans, 19 ans, mais il est très très difficile de pouvoir déconstruire cette mentalité anti-écologique-là que cette personne-là a. Donc c'est pour cela que nous avions lancé cette pétition, intégration dans le système scolaire d'une éducation à l'environnement et au développement durable. Et pour ajouter, nous ne pouvons pas être en train de réparer les erreurs du passé. Vous voyez, les déchets qui sont dans les océans, dans la nature, et refaire encore les mêmes erreurs avec la génération actuelle. Il est très important que nous puissions éduquer cette génération-là pour que cette génération puisse respecter l'environnement en grandissant. Oui, ça se comprend. Oui. Ah ben, une question que beaucoup se posent. Éducation à l'environnement, comment y parvenir? Mais d'abord, le système éducatif tel on l'a aujourd'hui, Oui. aura-t-il failli sur ce plan? Je pense bien. C'est vrai qu'il y a, j'ai au cours de la pétition eu certains enseignants du primaire qui m'ont dit oui, nous parlons d'éducation environnementale, mais de façon vague, de façon superficielle. C'est vrai qu'il y a EST, ES qui essaient d'aborder le sujet, mais ce n'est pas vraiment cela. Parce que pour vraiment une réelle transition écologique, il faut vraiment relever le défi d'ancrer, vous voyez, dans la mentalité des gens, une éducation environnementale profonde. Parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux de la préservation de l'environnement. Et la préservation de l'environnement n'est pas superficielle. Ce n'est pas que jeter les déchets à la poubelle, comme les gens le savent. Non, ça va bien au-delà. On parle de changement climatique, on parle de réduction des déchets, on parle de réutilisation des objets. Donc, dans ce sens, je pense qu'il y a quand même une certaine faille dans le système éducatif béninois, mais quand même, on encourage quand même ce qui est fait. Vous encouragez ce qui est fait. Oui. Alors, quand on revient à ce que vous proposez, à quoi cela pourrait-il ressembler au niveau du système éducatif? À quoi pourrait-on assister dans les tout prochains jours si cela était bien entendu validé? Bien sûr, ça sera validé, on l'espère. Donc c'est bon d'être positif, on vous soutient à une cause noble. Merci beaucoup. Déjà, à partir du CI, on peut déjà
poser les graines de la conscience éco-citoyenne. On peut déjà apprendre aux enfants ce que nous voudrions, c'est une matière. Comme éducation sociale, on voudrait une matière éducation à l'environnement, c'est ce que nous voudrions. Donc à partir du CI déjà, les ministères du cadre de vie et de l'enseignement peuvent ressortir un programme qui va pouvoir inculquer aux enfants les bases de l'éco-citoyenneté. Pourquoi pas, qu'est-ce qu'un déchet? Pourquoi ne pas jeter les déchets par terre? C'est quoi un déchet organique? Et de façon exponentielle, cette connaissance de la préservation de l'environnement va grandir. CP, CE1, CE2, et on aura des citoyens informés de la préservation de l'environnement et qui peuvent maintenant changer de comportement. Parce que si les gens ne sont pas informés, comment voudriez-vous qu'ils puissent comprendre les enjeux jusqu'à changer de comportement? Ça n'a pas de sens. Donc, dans le système éducatif béninois, il faut non seulement informer, mais vraiment avoir une stratégie pour pouvoir communiquer l'éco-citoyenneté aux enfants. Informer est différent de communiquer. Informer, c'est juste transmettre un message. On ne veut pas venir et dire aux enfants, ne jetez pas les déchets par terre, ne faites pas ci. Non. Il n'y aura pas un changement de comportement. L'objectif, c'est un changement de comportement. Donc, c'est ce que nous souhaitons à travers cette pétition-là. Alors, vous parlez du système éducatif, mais déjà à la base, la cible est bien connue. Du cadre de vie, donc le ministère de l'Environnement, pour l'accompagner. Quelle aurait été leur réaction dès que cette pétition a été lancée? Alors, ils l'ont très bien accueilli. Et ils ont d'ailleurs félicité l'initiative et ils nous ont encouragés à continuer à faire la promotion de cette pétition, à continuer ce plaidoyer. Et ils nous ont garanti qu'ils vont prendre cela en compte. Donc nous attendons un certain stade dans la pétition avant d'aller rencontrer les différents ministères concernés pour une discussion, une table ronde. Ok, on vous le souhaite. Mais en attendant, où est-ce que vous en êtes? Parlant de stade, que vous voudrez bien en atteindre. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, actuellement, nous sommes à plus de 650 pétitions signées. Déjà, l'objectif, c'est? L'objectif, c'est d'aller à 5 000 et pourquoi pas à 10 000. À quelle échéance? Déjà, à partir de fin décembre, 31 décembre, qu'on puisse atteindre les 5 000 et, si possible, les 10 000 pétitions signées. Ah bon, 31 décembre. Oui. Vous avez bon espoir? Ça évolue si vite? Oui, nous avons bon espoir. C'est vrai que c'est pas facile de faire signer une pétition à l'environnement à des gens qui n'ont aucune conscience écologique, mais quand même, on est motivé et vous savez, l'échéance peut être encore allongée. On peut dépasser les 31 décembre, histoire d'augmenter encore le nombre de signatures et de pouvoir aller rencontrer les différents ministères. Et quel est l'accueil justement que beaucoup, d'ailleurs la jeunesse, une bonne partie de cette jeunesse férue de la chose politique, quel est l'accueil qui est réservé à cette pétition? Alors, moi dans mon réseau, parce que en tant que militant environnement, et d'ailleurs mon surnom c'est le ramasseur d'ordures sur les réseaux sociaux, donc je dirais plutôt dans notre réseau à nous, oui, au sein de la coalition, nous avons des gens, nous avons des jeunes qui sont sensibles à ces questions écologiques-là et qui nous soutiennent. Mais vous savez, la population béninoise est à majorité jeune et je ne dirais pas que la majorité des jeunes ont vraiment accueilli la pétition comme il le faut. C'est juste ceux qui ont la sensibilité écologique qui ont pu accueillir cette pétition-là et qui nous ont soutenus jusque-là. Donc c'est une question de communication, de pouvoir atteindre cette cible de jeunes qui n'ont aucun intérêt à la préservation de l'environnement. D'ailleurs, c'est pour cela que la pétition est en train d'être lancée. Et si ceux-là sont formés depuis le CI jusqu'au CM2, on leur a communiqué l'esprit éco-citoyen. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on aura peut-être du mal à signer d'autres pétitions, peut-être dans d'autres cadres, pour d'autres objectifs environnementaux. Ça, sans doute. Oui. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, la population béninoise reste essentiellement jeune. Alors,
est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, mais on fait comment pour amener ce grand nombre qui est vraiment préoccupé par toute autre chose, alors que leur environnement se dégrade sous leurs pieds? Comment faire pour les convaincre à la chose? Vous n'y pensez pas encore? Bien sûr, c'est une très très belle question qui touche d'ailleurs à mon domaine, la communication environnementale. La communication sociale, c'est un processus stratégique qui transmet un message à une cible dans l'objectif de les amener à adopter un comportement donné. Et je viens de dire que moi, sur les réseaux sociaux, ma cible est uniquement jeune. Je peux organiser des événements, je peux créer des contenus sur les réseaux sociaux pour sensibiliser la population ou organiser une projection de film par exemple. Et ça, c'est surtout pour toucher les jeunes. Mon surnom sur les réseaux sociaux, c'est le ramasseur d'ordures. Vous l'avez dit. Ajouté à le plus frais. Vous voyez, frais, c'est un jargon qu'utilisent souvent les jeunes. Pour dire frais, ça veut dire beau, ça veut dire bien habillé, ça veut dire voilà. Oui, voilà. Je parle de ces indécis qui, visiblement, vous échappent pour l'instant. Oui. Vous ne pensez pas élaborer, je sais pas, des stratégies à leur endroit? Oui, c'est bien évidemment là que je suis en train d'arriver, parce que si on n'arrive pas à comment on appelle, je réfléchis un instant. Si on n'arrive pas à être dans la réalité de ces jeunes-là, dans la dynamique sociale de ces jeunes-là, on ne peut pas amener ces jeunes-là à pouvoir signer la pétition ou à pouvoir changer de comportement. C'est des gens qui sont dans une optique donnée, qui disent l'écologie c'est pas pour moi, l'écologie c'est pas frais, c'est pas chill. Vous voyez? Donc ce qui fait que moi, je me suis appelé le ramasseur d'ordures le plus frais et j'organise des campagnes qui sont fraîches. La dernière fois, j'ai organisé une campagne de salubrité dénommée Nique pas ta mère. Les thèmes de Nique pas ta mère, MER, la plage. Et on a ramassé 9670 déchets plastiques. Le terme Nique pas ta mère, c'est une expression qu'utilisent souvent les jeunes. Donc, lorsqu'on utilise ces genres d'expressions-là dans la communication, les jeunes se voient en nous, ils se disent, mais c'est des gens qui sont comme nous. Mais s'ils font ça, c'est qu'on peut le faire. D'où je réponds à votre question. À travers cette stratégie de communication sociale que moi j'ai établie depuis la base, j'ai su attirer énormément de jeunes. Moi, j'ai des amis qui sont jamais intéressés par la question écologique. Mais quand ils me voient, d'ailleurs, parfois bien habillé et faire des photos sur les tas d'ordures, ils se disent, mais ce gars, il est comme nous. Mais voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Donc, je peux le faire aussi. Donc, d'où je réponds à votre question, pour pouvoir attirer l'attention de ces jeunes-là qui ne sont pas sensibles à cette question-là, il faut pouvoir établir une certaine stratégie de communication éco-chill, environnemental, amener les jeunes à comprendre que l'écologie, ce n'est pas une corvée. L'écologie, c'est une nécessité, c'est une question de vitalité. C'est une question de vitalité. Alors, dans ce rapport, je suis tenté de vous demander, le milieu politique, j'y viens encore, quel est le rapport que vous entretenez avec les acteurs politiques, toujours dans l'atteinte de votre objectif? J'entretiens de très bons rapports, notamment avec la SJDS, la Société de gestion des déchets, avec qui nous sommes toujours en contact et qui personnellement, il y a certains acteurs au sein de la GDS qui me conseillent beaucoup pour l'atteinte des objectifs d'assainissement, notamment dans le ministère de cadre de vie. Il y a des directeurs et des acteurs qui nous soutiennent par rapport à cette lutte écologique que nous menions depuis longtemps. Donc nous avons quand même un très bon rapport avec les acteurs du gouvernement pour l'atteinte des objectifs. Au-delà du gouvernement, il faudrait peut-être y penser aussi. Je parlais d'acteurs politiques dans l'ensemble. C'est un peu la saison, vous l'auriez constaté, de ces sorties médiatiques ou des sessions, des congrès, et ça draine du monde. Oui. Peut-être négocier avec eux quelques tranches horaires pour un petit passage, passer votre message,
pourquoi pas, ça pourrait booster votre initiative. Oui, c'est une très très belle idée. C'est une très très belle idée. Je pense que nous allons y penser. D'ailleurs, pourquoi pas ne pas contacter la GDS et voir s'il y a possibilité lors de l'une de les descentes, les accompagner pour parler de la pétition à la population et amener la population à signer cette pétition-là. Le comportement éco-citoyen, comme on le dit, dans nos milieux, c'est quoi le constat? D'abord, l'éco-citoyenneté, c'est ce citoyen qui a conscience qu'il a droit à un environnement sain et qui défend cet environnement-là. Mais lorsqu'on regarde dans le rang de la population, il y a vraiment un manque d'éco-citoyenneté, il y a une lacune sévère en matière de connaissances écologiques qui ne les amène même pas à pouvoir adopter les gestes qu'il faut pour pouvoir préserver l'environnement. Le vendredi passé, j'étais à l'embarcadère de Gonvier où j'ai milité avec le mouvement Pression écologique. Nous avons milité pendant 1 an là. Et j'étais là le vendredi et j'ai vu, la population me connaît à l'embarcadère, ils me connaissent très bien en tant que militant qui fait des campagnes de salubrité. Donc j'étais là assis quand j'ai vu un enfant, une jeune fille de 16 ans, 17 ans, jeter son sachet en plastique dans le lac. Et ça, ce n'est pas tout. Tu es présent et il y a des gens, moi j'ai vu dans la ville, des adultes jeter leurs déchets dans les caniveaux. J'ai vu des gens, la dernière fois, vu que je suis sensible à ces questions, rapidement, je suis capté lorsqu'il y a des gens qui ont des comportements anti-écologiques. La dernière fois, je passais devant l'une des écoles de la place et j'ai vu une fille qui marchait à côté d'une poubelle et qui a jeté son sachet. C'est pas rentré dans la poubelle, c'est tombé par terre. Et elle a continué. Donc le comportement éco-citoyen est vraiment, si on doit l'évaluer sur une échelle de 10, on le met à 3, hein. Pourquoi pas à 0. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Alors, dans ce qui est désormais perçu pour vous comme un défi à relever, partie de la fine fleur pour inculquer ce comportement citoyen, ne pensez-vous pas qu'il faille faire un travail aussi avec les adultes, de peur que ce soit un combat vain? Oui, c'est une très belle idée. Moi, je dis toujours, c'est un système et rien n'est à négliger, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Nous devons sensibiliser chacune des couches à la préservation de l'environnement. En même temps, on pense que c'est les enfants qui sont les plus sensibles, c'est les enfants qui sont les plus amenés à être façonnés, être modelés pour pouvoir grandir avec des comportements éco-citoyens. Les adultes, c'est assez important parce que vous savez, par ricochet, mais lorsque l'enseignant parle des dégradations de l'environnement à l'enfant à l'école et que l'enfant vient à la maison et l'enfant constate que ses parents n'ont pas de comportement écologique, et l'enfant n'est pas forcément influé, il n'y a pas d'influence, donc du coup une influence positive. Donc, du coup, on pense qu'il est quand même important aussi de se concentrer sur les adultes, de sensibiliser les adultes. Comme je l'ai dit, c'est un système et rien n'est à négliger, tout a son sens et voilà. Alors, parlons de l'environnement aujourd'hui, quels sont les défis qui se posent? Les défis, ils sont vraiment grands. Ils sont grands. Déjà, lorsqu'on prend le problème le plus récurrent, le problème mondial, c'est le changement climatique. Déjà avec la COP26 à Glasgow, nous n'avons pas l'impression qu'il y aura gain de cause parce que les experts disent qu'on ne doit pas dépasser 1,5 degré Celsius. Nous devons impérativement diminuer notre empreinte carbone sur le monde, sinon nous risquons de faire face à de graves problèmes environnementaux. Nous devons, si vous me permettez de contextualiser surtout sur c'est l'intérêt du Bénin, oui, parce qu'on est là. Important. Nous devons d'abord, première des choses, instaurer l'éducation environnementale à l'école, instaurer
le tri des déchets, c'est un défi à relever. Nous devons vraiment amener les gens à ne plus utiliser les sachets en plastique, parce qu'il y a une loi qui interdit l'utilisation des sachets en plastique. Mais jusqu'à présent, ce défi-là n'est pas relevé. C'est un problème crucial. Vous avez cherché à savoir pourquoi? Nous avons cherché à ça, oui. Je ne sais pas s'il serait convenable d'en parler. Bon, en tout cas, si vous avez cherché à savoir pourquoi, est-ce que l'espoir est permis de voir le grand nombre aller à ce comportement citoyen et la disponibilité de ce qui vient remplacer ces sachets? Est-ce que ces paramètres sont remplis? Vous voyez ce qui peut être servi sur le plateau et ce qui ne peut pas l'être. Mais l'important, c'est de savoir si l'espoir est permis. L'espoir est permis, mais c'est surtout une question de volonté politique. D'abord, avant de pouvoir interdire l'utilisation des sachets en plastique, parce que la population s'est habituée aux sachets en plastique. C'est léger, c'est facile, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Donc, avant de pouvoir interdire l'utilisation des sachets en plastique, il faut d'abord une alternative. C'est quoi l'alternative? C'est de là on parle de marketing social. Qu'est-ce que vous vendez maintenant à la population pour pouvoir atteindre l'intérêt général? Maintenant, après avoir répondu maintenant à cette question, on peut maintenant interdire les sachets en plastique et surtout faire un suivi. Est-ce qu'on a mis la charrue avant les bœufs? J'ai l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs parce que voilà, il n'y a pas, parce que nous avons des alternatives aux sachets en plastique comme les sacs réutilisables, les sacs en papier. Mais combien de personnes utilisent ces objets-là, ces matériaux-là lorsqu'on va au marché? Tout le monde continue d'utiliser les sachets en plastique. Et les sachets en plastique, il est dit que c'est biodégradable. Parce qu'ils ont interdit les sachets en plastique non biodégradables. Donc, il y en a de biodégradables, les sachets en plastique. Il y en a... Non, quand c'est plastique, ce n'est pas biodégradable en l'occurrence. Ça dépend de la matière. Et parfois, quand c'est du bioplastique, ça peut aller, mais c'est encore d'autres problèmes. Donc, le plastique que nous avons, les sachets en plastique que nous avons sur le territoire béninois, il est dit que c'est biodégradable. Mais lorsque moi, j'ai des mentors, des aînés qui ont fait l'essai, qui ont essayé d'enterrer ces sachets en plastique dits biodégradables dans le sol. Mais après 6 mois, 7 mois, 8 mois, c'est pas biodégradable. Et quand vous lisez également souvent sur certains sachets, il est écrit oxodégradable. Oxodégradable, c'est-à-dire sous l'effet de l'air, etc. Ça se fragmente en de petites particules. Et ces particules-là ne sont pas biodégradables. Non, ça se fragmente tout juste. Donc on a des particules de plastique toxiques dans l'environnement qui font le petit bonhomme de chemin, ce qui n'est pas bien. Donc ce que nous demandons surtout, il faut l'arrêt de l'utilisation des sachets en plastique. Mais au préalable, il faut une alternative qui sera vulgarisée et qui sera moins chère. Parce que si ce qu'on vend comme alternative contre les sachets en plastique est très cher, ça ne marchera pas. Il faut aussi voir le PIB du pays, il faut aussi voir le SMIC. Et les jeunes, pratiquement, ils gagnent 30 000, 40 000 le mois. Donc voilà. Alors, on était en train de parler de ces défis. Vous avez commencé par en énumérer. Et quel autre s'impose? Alors, quel autre défi s'impose? C'est surtout, c'est très important parce que lorsque nous ramassons les déchets à la maison, qu'est-ce que les déchets deviennent? C'est la fin qui justifie les moyens. Le défi, c'est une réelle amélioration du système de gestion des déchets. Déjà, moi, je félicite énormément la SGDS parce que maintenant, il y a les PAV, il y a la collecte des ordures porte à porte. Les agents collecteurs d'ordures viennent ramasser les ordures dans les maisons, les transfèrent vers le point de collecte. Ensuite, des points de collecte, ça va directement au centre d'enfouissement technique. Mais en réalité, nous n'avons pas de centre de traitement des déchets au Bénin qui respecte les normes. Nous n'en avons pas, si on doit se dire la vérité. Je crois
que les acteurs du domaine sont en accord avec moi. Donc le plus grand défi, c'est de pouvoir trouver un moyen de traiter tous les déchets que nous produisons, de pouvoir les traiter avec un faible impact sur l'environnement. Même l'enfouissement des déchets, c'est pas une bonne solution. L'incinération des déchets également, c'est pas également forcément une très belle solution. Question de pollution encore. Oui, l'incinération des déchets, c'est même très très grave comme pollution, parce que si quelqu'un pollue par exemple au niveau de l'étoile rouge, il incinère ses déchets. Vous savez, c'est des particules. Il y a souvent le méthane et tout ce qui va avec, du monoxyde de carbone qui sont vraiment très dangereux. Maintenant, ces particules-là peuvent voyager et venir ici, on va les respirer et tomber malade. Vous voyez? Donc, il est très important de pouvoir faire attention de ne pas brûler les déchets à l'air libre. Je ne dis pas que c'est ce que les autorités font. Non, ça, c'est un autre débat. Ce que moi, je demande, c'est vraiment qu'il y ait des centres de traitement vraiment adéquats des déchets et surtout qu'à la base, que les déchets soient triés. Les déchets ne sont pas triés à la base. Mais pourquoi? Alors que nous avons la possibilité de trier les déchets. Nous avons les déchets biomédicaux, nous avons les déchets électroniques, nous avons les déchets plastiques, nous avons les déchets organiques. Même si nous n'avons pas, parce que pouvoir construire des centres de valorisation énergétique ou agronomique, ça demande vraiment énormément de l'argent. Mais pour faire du compost, je ne pense pas que même vous à la maison, vous pouvez faire du compost avec vos déchets organiques et nourrir votre potager. Donc déjà à la base, on peut déjà trier les déchets organiques et les séparer des déchets plastiques et des déchets électroniques. On peut au moins, réutiliser les déchets organiques en compost, tout simplement, qui seront peut-être envoyés au nord, si on en a de belles quantités, pour pouvoir être des fertilisants pour le sol. Vous êtes dans l'éducation à l'éco-citoyenneté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parliez de potager à la maison, on pourrait les entretenir? Vous avez l'impression que les Béninois ont toujours ce réflexe dans les maisons, il y a encore ce qu'il faut, un petit arbre quelque part, entretenir, autre. C'est quoi la réalité aujourd'hui? La réalité aujourd'hui, c'est que les Béninois n'ont plus ce réflexe-là. Les Béninois n'ont aucune culture écologique. Les Béninois ne savent pas l'importance de planter des arbres ou d'avoir un potager chez soi. Alors vous avez du travail si c'est ainsi. Bien sûr. Si votre constat est si fondé, vous avez du travail. Et énormément de travail. Et comme je le dis toujours, la perception de la préservation de l'environnement par les Béninois est très superficielle. Pour eux, préserver l'environnement, c'est tout simplement ne pas jeter les déchets à la poubelle. Tout simplement pour eux, c'est ça qui est préserver l'environnement. Or, ça va bien au-delà. Préserver l'environnement, c'est aussi planter des arbres. Vous voyez, préserver l'environnement, c'est aussi avoir un potager. Vous êtes sûr que les Béninois n'ont pas ce réflexe de mettre les arbres en terre? Et il fait excessivement chaud ces temps-ci. Les Béninois subissent sans rien faire? Bon, de mon point de vue, je ne sais pas si dans les villages, parce que j'ai quand même ma petite expérience qui pourrait avoir ses limites. Voilà. Mais de mon point de vue, je ne pense pas que les Béninois puissent avoir ce réflexe-là. Donc les constructions, ces temps-ci, vous les voyez dégarnies d'arbres? Oui. Ah bon? Oui, les constructions et... C'est qu'historiquement, on avait des maisons, au milieu, il y a souvent un arbre. On n'a plus ces genres de construction aujourd'hui? Alors, pour les arbres, peut-être que les Béninois peuvent bien planter les arbres dans une optique de décoration et pas dans une optique de préservation de l'environnement. C'est ça. Pour arriver à la question de potager, ça, c'est zéro. Il n'y en a pas vraiment dans les maisons. Mais de potager, ah bon? Non, potager... zéro. Parce que, bon, écoutez, quand je dis zéro, nous sommes quand même plus de 10 millions au Bénin. Combien de personnes ont la culture d'avoir un potager chez eux à la maison pour pouvoir manger durablement, etc. Non, je ne pense pas. Vous voyez? Mais en ce qui concerne les arbres, je peux dire qu'il y a quand même des gens qui plantent des arbres, mais c'est pas abus écologique, hein, c'est sûrement abus de décoration, abus de dire j'ai un arbre à l'arbre où je peux rester. Donc voilà.
C'est ça. Alors, sur des chantiers comme ceux-là, qui sont quand même très importants, des projets aussi en vue où on considère que c'est de perdu et les regards sont essentiellement tournés vers la fine fleur. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être... Oui, pour ces constats que vous venez de faire, pensez-vous qu'il y a encore une urgence pour récupérer quelque chose ou tout espoir désormais c'est essentiellement avec les tout petits? Très très belle question. Je pense que l'espoir même, c'est avec les tout petits. Si on arrive à façonner cette jeune génération-là, ils vont grandir en respectant la nature et ils seront des éco-citoyens avertis. Alors, on ne va pas répéter en fait les mêmes erreurs que les adultes du passé ou les adultes de maintenant. Non, on va corriger en formant les enfants à la base. On va pouvoir corriger cette erreur-là et les amener à être de bons éco-citoyens. Parce que déjà, lorsqu'ils grandissent, il faut quand même qu'en grandissant même, qu'ils ne jettent pas les déchets par terre. Si tu fais 18 ans de vie et que durant ces 18 ans de vie, tu as déjà jeté 1000 sachets plastiques par terre, et ça n'a pas de sens. Donc, d'où, lorsqu'on façonne les enfants à la base déjà, en grandissant, ils préservent l'environnement. Donc, je pense que c'est le plus important vraiment, de pouvoir inculquer les valeurs écologiques à ces enfants-là, sans oublier les adultes, parce que lorsqu'ils rentrent à la maison quand même, ils sont influencés par leurs parents. Si l'enfant vient à la maison et voit son papa jeter quelque chose par terre, papa, on ne fait pas ça, papa, je vais te frapper maintenant, ça ne marchera pas. Si l'enfant retourne à l'école, si l'enseignant parle, il va dire, papa va me frapper. Donc il faut vraiment considérer les adultes également, mais plus les enfants, parce que les adultes sont finissants et les enfants sont grandissants. Alors, les marchés, il y en a un peu, il paraît que c'est le grand bordel. La plupart des marchés parlent du comportement éco-citoyen. Oui. Il y a un programme en vue. D'abord, est-ce que le constat est partagé? Au niveau des marchés, la question de l'assainissement reste une question posée. Oui, le constat est partagé. Nos marchés sont des usines à production de déchets de toutes sortes. Et souvent, ces déchets ne se retrouvent pas dans les bacs à ordures de la SGDS, mais se retrouvent dans la nature, soit carrément dans le lac. Et voilà. De notre côté, nous n'avons pas de projet de façon précise sur la question, mais quand même, nous pensons quand même nous pencher sur cela prochainement. Mais en même temps, il faut quand même remercier la SGDS qui fait un travail remarquable, même si tout n'est pas rose, ils font un travail remarquable dans ce sens pour ils mettent les poubelles un peu partout dans les PAV, les points d'apport volontaires au niveau des marchés pour inciter les gens à jeter leurs déchets dedans. Et il y a un défi à relever concernant cela. Quand on voit le ratio journalier, le nombre la quantité de déchets produits par ces marchés-là, les PAV autour de ces marchés sont vraiment peu. On veut des bacs à ordures de très très grande taille qui puissent contenir les déchets produits par la population pour que ces déchets-là ne se retrouvent pas dans la nature. C'est à ce niveau qu'il va falloir beaucoup travailler. Bien sûr. Et par rapport aux concernés, ceux qui produisent ces produits eux-mêmes, ça peut aller l'attitude observée jusqu'à présent? Ceux qui produisent les déchets? Oui, au niveau de nos marchés. Ceux qui produisent les déchets, c'est les bonnes dames, c'est tous les acteurs impliqués au niveau du marché, c'est les clients, c'est tout cela. Et ça revient toujours à la même question. Ils n'ont pas de comportement éco-citoyen. Et vous savez, il faut... Oui, il n'y a que la plupart de nos localités disposent, dans les grandes villes quand même, d'une police municipale. Est-ce que ça ne peut pas être une aubaine pour essayer de mettre les gens au pas? Bon, pas pour chicoter, bien entendu, pas de goudin à utiliser, mais est-ce qu'on ne peut pas les mettre à contribution? Oui, la police... En fait, moi je n'ai jamais... Je ne sais pas, mais... Je n'ai jamais été impacté par la police municipale. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'œil pour rapidement voir les initiatives écologiques. Mais bizarrement, moi, je n'ai jamais vu la police municipale dans la ville
sensibiliser les gens ou réprimander des gens qui ne respectent pas la loi cadre sur l'environnement, etc. Donc, moi, je pense que la police municipale doit être un peu plus présente sur le terrain. C'est très important. Vous voyez, un peu comme les policiers, ils arrêtent les gens qui n'ont pas de casque. Voilà, on aimerait que la police municipale puisse avoir un œil sur ceux qui jettent les déchets par terre. Est-ce qu'il ne faut pas, à votre niveau, peut-être prendre langue avec les autorités de tutelle pour voir le cahier de charge de ceux-là? Parce que peut-être au niveau du cahier de charge, oui, ils n'ont pas pour mission d'avoir un œil sur l'environnement et des comportements citoyens dans ce sens. Là, vous avez absolument raison. Je crois que c'est noté dans mon agenda. Après cet entretien, on va bien évidemment se rapprocher d'eux pour voir comment est-ce que les choses se font. Le Bénin, parlant de défis environnementaux, vit un moment très particulier. Parlant de l'érosion côtière. Et les ravages, c'est de façon cyclique. Parfois, on a l'impression que ça fait 2 pas en avant, 3 derrière. Et le défi, dit-on, c'est de devenir comme des casse-têtes. À votre niveau et par rapport aux rêves que vous nourrissez pour le Bénin, il y a aussi des projets dans ce sens. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Alors, dans ce sens, c'est toujours une question de changement climatique. Lorsque les pays industrialisés polluent et qu'à la fin des classes, il y a le haussement du niveau de la mer et c'est nous, les pays en développement, qui en subissons les conséquences. Donc, dans ce sens, ce que nous faisons, c'est surtout militer, voilà, pour l'adoption pour la mise en place des actions qu'il faut contre le changement climatique. C'est ce que nous faisons. De façon concrète, contre l'érosion côtière, il n'y a pas d'action comme peut-être aller voir les autorités par rapport à ça. Bon, ça, moi, je le dis personnellement. Aller voir les autorités par rapport à ça ou mettre des digues pour éviter l'avancée de la mer. Non, nous ne faisons pas ça, mais nous luttons pour que le changement climatique ne puisse pas avoir plus d'impact à l'avenir. C'est ça. Oui. Toujours dans ce cadre, quand même, c'est bien pensé. Mais on constate que lorsque la nature se déchaîne, les ravages sont plus énormes que les obus de mortier et autres. Oui. Est-ce qu'avec les autorités, une réflexion plus ardue qui mènera peut-être les pays à ceinturer à travers un cadre de travail comme la lutte contre le djihadisme et autres, une réflexion dans ce sens ne serait-elle pas peut-être utile? C'est une très belle idée. Moi, je rêve même d'une conférence, d'une grande table ronde ici au Bénin qui regroupe tous les acteurs de la société civile, les acteurs engagés dans la préservation de l'environnement, les autorités, etc., pour que nous puissions discuter ensemble, parce que la préservation de l'environnement est vraiment, vraiment vaste. Il ne s'agit pas que de la gestion des déchets. Donc que nous puissions discuter autour d'une table ronde des thématiques de préservation de l'environnement et que nous puissions tous ensemble nous engager et tirer des conclusions concrètes. Alors, jusque-là, je sais qu'il y a souvent de petits salons qui se font comme ça, mais on a envie que ça soit un peu comme la COP, un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus frappant. Mais à l'interne. Mais à l'interne, voilà. Vous voyez? Et déjà, je n'ai pas à le rappeler au gouvernement. L'une des conditions préalables au développement, c'est la gestion saine des ressources naturelles et de l'environnement. C'est la gestion saine de la biodiversité. C'est ne pas dégrader l'environnement, etc. Et voilà, c'est très important. Sans préservation de l'environnement, il n'y a pas de développement. Je ne sais pas, je me rappelle bien, j'ai lu dans un article qui parle d'environnement, de coopération d'enjeux, où il disait qu'en 1952, il y avait une pollution de l'air en Grande-Bretagne avec une forte mortalité de la population. On a constaté que ce sont les
le charbon utilisé dans les ménages et par les industries qui ont amené cette forte mortalité-là. Et dès lors, les autorités britanniques ont pris des mesures pour éviter l'utilisation excessive de ce charbon-là, pour éviter la pollution de l'air, parce qu'ils ont compris que le développement est axé humain. Maintenant, s'il faut avoir certains comportements qui dégradent l'environnement et qu'à chaque fois les gens doivent tomber malades et mourir, ne plus pouvoir être actifs dans la société, ça n'a pas de sens. Donc, développement et préservation de l'environnement sont vraiment très importants et nous souhaitons quand même avoir une conférence ici au Bénin, une grande conférence avec les autorités, une table ronde où nous discutons de ces thématiques-là. Oui, cette piste m'amène à penser à quelques messages d'alerte qu'on a suivis récemment par rapport aux grands travaux qui ont cours par exemple au Bénin. On a suivi quelques-uns, des activistes comme vous, qui ont demandé à ce qu'on prenne garde parce que la biodiversité, pour certains chantiers, pourrait se trouver menacée. La veille vraiment s'impose? Oui, la veille s'impose. D'ailleurs, je travaille avec une association qui milite depuis longtemps pour la préservation de la biodiversité au niveau... Vous savez, il y a un marécage à Fifadji. Voilà, ce marécage regorge une multitude d'espèces. Il y a des chats sauvages, il y a même un caïman dedans. Ah bon? Oui, mais les gens ne savent pas. Ouais, vous dites, ah bon? Donc en plein cœur de Cotonou, quand même, on a une biodiversité qui n'est pas préservée. Or, qui n'est pas préservée, parce que vous savez, les gens, ils viennent tout le temps uriner dedans. Ce qui entraîne l'eutrophisation, c'est-à-dire il y a la jacinthe d'eau qui pousse à la surface du lac. Il y a des gens qui jettent, parce qu'il y a des ménages et tout, qui jettent gardement le déchet dans le lac, mais comment est-ce que la biodiversité dans ce marécage-là peut prospérer? Je ne pense pas. Même les poissons, à un certain niveau, ne peuvent même pas se reproduire parce que leur organisme est empoisonné et il y a des dérèglements hormonaux au sein de leur organisme, donc ils ne peuvent plus se reproduire. Donc nous avons une biodiversité que nous ne sommes pas en train de vraiment valoriser et préserver. Or, la biodiversité, c'est ce que nous avons de plus cher. Même le confort que nous portons, je crois, c'est fait avec du coton. Le coton, c'est la biodiversité végétale, n'est-ce pas? Donc voilà, nous devons préserver notre biodiversité parce que c'est ce que nous avons de plus cher. C'est culturel. Alors, on y arrive comment? Le chantier est vaste, les défis énormes. Le chantier est vaste et les défis sont vraiment énormes. On y arrive comment? J'avoue que je suis toujours dans cette thématique d'éducation environnementale à la base, qui est assez important. Des citoyens conscients sont des citoyens avertis, sont des citoyens qui ont conscience des enjeux et qui sont prêts à changer de comportement pour ne pas détruire la biodiversité. À côté de ça, quand même, il y a plusieurs associations qui mènent des activités concernant cela. Ce que moi je peux proposer, je ne suis pas forcément un spécialiste de la biodiversité. Ce que je peux proposer, c'est surtout cette table ronde. Indispensable. Indispensable, monsieur le journaliste. C'est surtout cette table ronde. Vous pensez que ça manque vraiment? Est-ce que ça ne va pas être une rencontre, comme certains le disent, de dialogue, d'échange de plus et... Non, ça dépend en fait de l'intention avec laquelle nous sommes allés à cette rencontre-là. Vous voyez? Donc, je pense que les énergies sont dispersées. Et les associations, parfois, pour des questions d'intérêt, ne s'entendent pas. On n'est pas soudés. On ne travaille pas en synergie. Vous voyez? Nous, pour la pétition, on est 3 associations réunies pour la pétition. Donc, il est très important qu'on puisse réunir tous ces acteurs-là et qu'ensemble, on puisse comment on appelle, sortir
les 10 commandements de la préservation de l'environnement, qu'on puisse sortir des lois, qu'on puisse sortir des actions à mettre en place pour pouvoir préserver l'environnement. On prend d'assaut le palais des congrès, on prend d'assaut un espace assez grand et beaucoup de gens y participent, même des jeunes. Ils participent, les jeunes qui préfèrent le chill, qui préfèrent aller en boîte de nuit, ils vont dire non, on viendra participer parce que c'est important, ils vont écouter. On aura comme une forme de COP ici au Bénin, mais un peu plus grande. Cette journée-là sera une journée vraiment mémorable, une journée de décision qui va amener des actions concrètes. Moi, je pense que tout part de là d'abord que de faire des actions éparpillées. Et en parlant d'actions éparpillées, laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des associations qui élaborent à chaque fois des projets pour aller vers des écoles, pour sensibiliser les enfants sur la préservation de l'environnement. Est-ce qu'on sait en fait ce que ces associations-là disent aux enfants? Est-ce qu'on sait? Peut-être, moi, je dis aux enfants, voilà, il ne faut pas dépasser 1,5 degré Celsius. Et l'autre association vient et dit, non, il ne faut pas dépasser 1,8 degré Celsius. Donc, il est très important, en fait, d'avoir une synergie, d'avoir une complémentarité, d'avoir quelque chose de cohérent qui puisse vraiment guider les activistes écologiques, les associations de développement et qu'on puisse tous ensemble préserver l'environnement. Moi, je me dis, je ne sais pas s'il y a déjà il y a eu la conférence des forces vives de la nation. Pourquoi pas la conférence des forces écologiques de la nation? Je suis en train de blaguer. Donc, on veut quelque chose de comme ça. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Je ne sais pas si le gouvernement est en train de penser à cela. Mais moi, personnellement, c'est ce que moi je souhaite. Je pense que tout part d'abord de là. Tout part de là. Vous invitez les autorités à penser à réformer le secteur. Oui. Et les autorités doivent penser à réformer le secteur, faire une refonte vraiment profonde pour que nous puissions avoir nous puissions atteindre vraiment les objectifs. Et lorsqu'on s'assemble, vous savez que les idées d'autres idées viennent encore. Ouais. Vous ne pensez pas qu'en votre sein, vous puissiez vous réunir vous-même spontanément et sortir quelque chose de suffisamment pertinent? Oui, c'est une très belle idée, mais ça n'aura pas plus de force que si c'est le gouvernement qui réunit tous les acteurs de la société civile qui sont dans la préservation de l'environnement. En tout cas, elles sont à l'écoute. On espère, comme d'habitude, qu'elles apporteront le grain de sel. Oui. Mais c'est quand même surprenant d'entendre dire que les idées sont si éparses et qu'on n'arrive pas à conjuguer les efforts. On comprend le secteur, le milieu politique, mais un milieu aussi neutre, inoffensif, qu'est-ce qui divise les acteurs? Un milieu neutre est aussi... Ou bien il n'est pas si neutre que ça? Vous savez, c'est aussi une question... c'est aussi une question de pouvoir, c'est une question de... Il faut que je sois devant, parce que quand même, le pouvoir... ça permet aux hommes de se sentir importants. Donc parfois le pouvoir guide, précède les mauvais comportements. Parfois également, c'est surtout des intérêts financiers. Par exemple, si moi, je suis dans une association et qu'on écrit un projet de 10 millions, et on doit utiliser tout l'argent et vous dites non, on utilise 4 millions, on gagne le reste, moi je vais pas accepter. Donc du coup, il y aura forcément un problème au sein de l'association. Donc voilà, c'est des intérêts politiques, c'est des intérêts... La politique s'invite aussi au niveau du milieu environnemental. Au milieu du social en général. Parfois, certains ils préfèrent vendre leur notoriété sociale pour avoir certains avantages. Vous voyez? Et il y a aussi, moi je le dis clairement, il y a aussi parfois, je ne sais pas si je dois le dire, mais il y a aussi parfois la jalousie qui s'invite dans ce genre d'initiative. Lui, peut-être, toi tu es plus en vue que d'autres. On pense que oui, voilà quoi, toi tu es venu quand pour pouvoir... Bon, par exemple, moi j'ai eu le bac en 2015, j'ai commencé vraiment l'écologie en 2015. Aujourd'hui,
j'ai quand même une certaine place dans l'écologie. Oui, je sais qu'il y a certains qui ne sont pas contents. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur WhatsApp un jour qui demandait mon aide pour quelque chose et qui m'invitait à une initiative écologique. J'ai accepté, on a discuté et tout. Et il m'a dit à la fin, mais waouh, je ne savais pas que tu étais aussi humble, aussi gentil. Hein. Et quand on se verra, je dirai ce que les gens disent de toi. C'est ça. Et pourtant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a un intérêt. Il y a l'intérêt de pouvoir. Il y a un intérêt. Quand je parle d'intérêt de pouvoir, je ne peux pas tout dire ici. Parce que j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit il y a ça, il y a tant, il y a des intérêts de pouvoir. Je ne comprends pas. Le social, c'est l'intérêt public. C'est l'intérêt général. Si vous avez des problèmes de pouvoir, je ne sais pas, mais ça n'a pas de sens. Et surtout si vous avez des problèmes financiers. Oui, si vous voulez gagner de l'argent, mais créer une entreprise. Quand vous voulez forcément écrire des projets de développement pour gagner de l'argent sur le dos du peuple, sur le dos des émotions du peuple, le peuple ne mange pas à sa faim. Vous écrivez des projets, vous dupez le peuple et vous investissez juste 1 million au lieu de 10 millions. Donc ça ne marche pas. C'est des choses qui handicapent le milieu social, et je le dis clairement. Mais en même temps, il y a quand même des gens qui sont bien, qui peut-être que moi-même je suis mauvais, je n'ai pas envie de me jeter des fleurs. Hein. Il y a des gens qui sont bien, qui font un très bon travail, qui n'ont pas de problème à travailler en synergie avec les autres, qui n'ont pas de problème de leadership et tout va bien. Mais je pense que si c'est le gouvernement, si c'est moi qui dois regrouper des gens, il y a des gens qui vont se dire, mais non, bon, lui là, non, c'est un enfant. Non, lui là, non. Mais si c'est le gouvernement qui doit regrouper, parce qu'il y a vraiment des têtes pensantes au Bénin en matière d'environnement. Mais si c'est le gouvernement qui doit regrouper ces gens à la autour d'une table, c'est le gouvernement quand même. Donc du coup, tout le monde viendra le cœur léger. On va discuter, on va s'entendre, on aura de l'affinité, il y aura de la communication, il y aura du réalisme et nous allons prendre les décisions qu'il faut et nous saurons qu'il y a des étapes des étapes à ne pas franchir. Nous saurons qu'il y a des choses qui doivent être faites dans chaque localité et chaque association ou chaque coalition doit pouvoir atteindre des objectifs déterminés que de travailler de façon disparate. Donc, une feuille de route le plus tôt possible. Oui, c'est bien ça, une feuille de route le plus tôt possible parce que l'urgence est là. L'urgence est là. Si nous voyons la quantité de déchets qu'il y a dans nos lacs, que ce soit à nos couées, que ce soit ailleurs. La dernière fois, j'étais en train de, je sais pas nager, mais j'étais en train de nager dans un lac qui n'est pas très profond et j'ai vu des sachets en plastique, des bouteilles de coca, etc. Et c'est sur la route de Ouidah. Hein. Sur la route de Ouidah, parce que moi, souvent, je suis à Cotonou, je suis à Calavi, donc je vois juste ce qui m'entoure. Donc je vais à Ouidah et je vois encore les mêmes déchets que je vois dans les lacs, qui empoisonnent les lacs, qui empoisonnent la biodiversité des lacs, qui empoisonnent également les gens, parce que le poisson qui est pêché ailleurs peut venir dans votre plat, vous allez manger et vous aurez des problèmes. Donc c'est une question d'urgence pour stopper la prolifération plastique, pour pouvoir réduire l'impact du changement climatique, pour pouvoir avoir un système de gestion des déchets vraiment efficace. Et jusqu'à maintenant, on peut remercier la SGDS de ce qui est fait. Il y a une collecte porte à porte au niveau des ménages. Il y a un transfert, il y a un point de collecte et ensuite on achemine ça vers le centre de traitement. C'est surtout le centre de traitement, moi, qui me pose problème. Donc voilà, si le gouvernement peut vraiment réformer le secteur, ce serait super. On espère vivement parce qu'il y va de la santé de tous. Oui. On peut comprendre à travers votre développement que bien le développement d'une nation passe aussi par des comportements éco-citoyens. C'est une question de santé. Bien sûr. On est pratiquement à la fin de cet échange. Oui. Fin d'année rime aussi avec des comportements à la grande désolation, pour paraphraser un acteur de la protection de l'environnement. Qu'avez-vous envie de dire au peuple béninois, tous ceux-là qui nous suivent? Alors, j'ai envie de dire au peuple béninois que la préservation de l'environnement n'est pas une question de penchant
ou de goût personnel. Si je peux aller en fond, c'est... Non, ils sont nombreux à ne pas comprendre la langue qu'on a le plus en commun. Il paraît que c'est encore ça, la langue française. On y arrivera. Quand on parviendra à faire d'une de nos langues, la seconde langue. D'accord. Alors je continue. La préservation de l'environnement n'est pas une question de penchant ou de goût personnel. C'est pas une question de ça me plaît de pas jeter les déchets, pour ça me plaît pas de pas m'intéresser à cela. Non, c'est une question de vitalité qui concerne absolument tout le monde. Si dans une société nous avons des citoyens malades, la société ne peut pas émerger, la société ne peut pas évoluer. Donc c'est impératif vraiment de pouvoir adopter en cette fin d'année des gestes écologiques. Et comme je le dis encore, je suis sûr qu'ils vont le comprendre de façon superficielle. Parce que l'enjeu est grand. Il faut pouvoir ancrer dans la tête ces questions-là, cette thématique environnementale. Mais en un mot, s'il vous plaît, réduisez la production de vos déchets, utilisez vos poubelles, sensibilisez les uns et les autres à ne pas dégrader l'environnement ou que les déchets, les ordures se retrouvent dans l'environnement naturel, parce que c'est notre santé qui en dépend, c'est une question de santé publique. Merci Anna, cet écho. Si vous devez demander aux gens de fêter écolo, ça arriverait à quoi? Fêter écolo, j'avais même un projet par rapport à ça. Sérieusement? Eco-chill, bien sûr. Ok. Eco-chill, une fête écologique, voilà, et qui respecte l'environnement, où je vais réunir des jeunes. Il y aura un DJ, il y aura la musique, mais il n'y aura pas de déchets par terre. C'est-à-dire que quoi? Il y aura des poubelles un peu partout. On ne doit voir aucun déchet par terre. On ne doit pas utiliser des sachets en plastique. Et il y aura des placements de produits écologiques. Je parle souvent de produits écologiques. Il y aura des citations comme Stop Pollution, Arrêtez le changement climatique. Donc pendant que les gens y dansent, ils ne savent pas, mais dans leur subconscient, il y a l'écologie qui rentre. Il y a le DJ qui mise, qui dit: est-ce que vous êtes écolo? Oui, là ça rentre. C'est ça. Voilà, donc ce sont des stratégies. Donc voilà, c'est possible de fêter de façon environnementale, en respectant la nature, en donnant une seconde vie à ces déchets, en recyclant les déchets organiques, parce que chacun peut le faire à la maison, au lieu de jeter les déchets organiques dans la nature, dans les caniveaux, etc. Il faut qu'on pense à adopter les bons gestes, les actions qu'il faut. Si vous devez conclure? Alors, si je devrais conclure, c'est surtout par rapport à la pétition. Nous invitons les ministères de l'environnement et de l'éducation à travailler en synergie vraiment pour pouvoir sortir un programme éducation à l'environnement dès le primaire. C'est très important. Et pourquoi pas attirer également l'attention du président de la République sur cette question. Merci. Non, c'est nous. Ce fut un plaisir. Chez tous, si vous avez aimé, gardez votre position, pourquoi pas. Dans les tout prochains jours, nous parlerons encore écolo. Ici, il y va de notre suivi collectif. Ce fut un plaisir de vous avoir eu en notre compagnie. À très bientôt pour notre plateau, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.